Il y a des histoires qui ne commencent pas par un cri, mais par un silence. Un silence étrange, inquiétant. Celui d'un corps qui, du jour au lendemain, ne répond plus. Ce matin-là, elle ouvre les yeux comme d'habitude. Mais quelque chose ne va pas. Ses mains tremblent, ses jambes ne la portent plus. Son cœur s'emballe. Et personne ne sait pourquoi. Elle cherche de l'aide, elle cherche des mots. Mais à la place, elle reçoit des regards qui doutent, des phrases qui blessent. Vous êtes trop jeune pour être malade. Vos symptômes ne vont pas ensemble. Vous somatisez. Alors qu'elle s'effondre, son corps envoie des signaux d'alarme de plus en plus forts. Douleur, paralysie, infection, perte d'autonomie. Mais personne ne semble l'entendre. Dans cet épisode, vous allez entrer dans l'intimité d'un combat invisible. Un combat contre la maladie, mais aussi contre un système qui refuse parfois de voir. Vous allez entendre les tremblements, les peurs, la solitude, mais aussi la lumière qui revient, doucement, par fragments. Car au milieu du chaos, elle a découvert quelque chose de précieux, sa force, sa résilience, sa capacité à se relever encore et encore. Bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Tout a commencé en juin 2023. Alors que j'étais en vacances, je développe des symptômes d'intoxication alimentaire, mais très violents et très soudains et assez inhabituels pour moi, parce que je n'ai jamais eu ce genre de symptômes. Donc sur le moment, pas d'inquiétude, personne ne s'inquiète. J'attends quelques jours. Au bout de quelques jours, je me rends compte que mon corps me lâche totalement. Donc là, en fait, je me réveille dans mon lit, je ne peux plus bouger du tout. Donc j'étais comme paralysée et je ne pouvais pas bouger. J'avais des tremblements au niveau de la mâchoire, au niveau des membres. Donc sur le moment, je l'ai mis sur le compte de une hypoglycémie, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, je commence à consulter. On me parle probablement d'une intoxication alimentaire, éventuellement d'un Covid. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude majeure non plus. On me donne des traitements assez forts, mais qui n'ont aucune efficacité. Donc là, je vois quand même que c'est étrange et que on commence à vraiment se questionner. Malheureusement, les symptômes perdurent et à la même intensité pendant plusieurs mois. Donc mon corps m'a vraiment lâché au sens propre. Le mouvement était compliqué, je ne pouvais plus bouger comme je voulais, je faisais beaucoup de malaise. Et dès petite, j'étais tout le temps malade, j'avais tout le temps quelque chose et je ne guérissais pas bien par rapport aux autres. Dès l'adolescence, je ne pouvais pas avoir la même vie que les autres parce que j'étais tout le temps fatiguée ou que j'avais tout le temps quelque chose. J'avais des grosses douleurs lombaires. J'ai su plus tard que c'était des discopathies, mais qui me faisaient énormément souffrir. Les médecins ne comprenaient pas forcément que j'ai autant mal par rapport à mes lésions. J'ai eu aussi d'énormes douleurs au niveau des genoux, au point où je ne pouvais plus monter des escaliers. Et là aussi, les médecins étaient un petit peu perplexes. Je n'ai pas eu de radio avant 23 ans. Un jour, je me suis fait une entorse. On m'a fait une radio et on a vu que j'avais un syndrome rotulien bilatéral. Donc mes douleurs s'expliquaient un petit peu, mais c'est vrai qu'on comprenait toujours pas ce que j'avais. J'avais des douleurs un petit peu inexpliquées, j'étais fragile. Je me blessais de manière un petit peu différente des autres aussi. Je me blessais un petit peu en fait à l'usure. J'appelais ça à l'usure. Moi, je me blesse à l'usure. Ça veut dire que si je fais un mauvais mouvement quelquefois, je vais sûrement avoir une douleur, quelque chose qui va apparaître. Et je voyais que les autres, ça se passait pas comme ça. Je savais que par exemple, moi, je me faisais rarement une entorse. Mais par contre, à l'usure, je m'en étais déjà faite. Donc c'était un petit peu bizarre. C'était comme si, oui, j'avais des ligaments qui étaient extensibles. Donc j'avais déjà compris que mon corps fonctionnait pas tout à fait comme le corps des autres. J'avais compris que je pourrais pas avoir la même vie que les autres très tôt, vers les 16-17 ans déjà. Donc je m'étais organisée un quotidien où j'avais une vie confortable. Donc je sortais très peu. Je mangeais très peu au restaurant pour éviter d'avoir des problèmes digestifs. Parce que j'ai eu des gros problèmes digestifs dès la vingtaine aussi. Donc, je ne digérais plus grand-chose. Donc, le manger chez les autres, ça devenait un stress. Manger au restaurant devenait un stress aussi. Je me suis un petit peu isolée pour avoir ce confort de vie où j'étais pas obligée de manger du gluten par exemple ou des choses comme ça qui me rendaient malade et que mon médecin m'avait conseillé d'arrêter. Et en faisant tous ces efforts de sommeil, d'alimentation,
de repos. Et je faisais beaucoup de choses pour le bien-être aussi à côté, pour essayer d'avoir un équilibre. Donc mon quotidien était quand même beaucoup tourné autour de ma santé. Et c'est vraiment en comparaison avec les autres où on voyait bien qu'il y avait des signes que c'était pas normal d'être aussi fatigué, aussi dans la douleur, d'être aussi fragile, d'avoir autant de douleurs. Voilà, après j'ai eu tardivement les derniers signes que j'ai eus, c'était des douleurs sous les pieds, qui étaient un petit peu étranges. Des fourmillements, j'avais perdu la sensibilité à un orteil, et puis c'était revenu. Mais c'était des choses qui étaient quand même un peu bizarres. Et surtout, j'avais beaucoup de symptômes, donc c'était beaucoup de signes. Donc c'était ça qui a été incroyable. C'était vraiment, au quotidien, c'est très impactant parce que une sciatique, une bronchite, vous digérez pas, vous faites un ulcère parce qu'on vous donne des anti-inflammatoires et que votre estomac il réagit pas. Enfin, c'était tout le temps, en fait, comme ça, vous essayez de faire quelque chose, paf, une infection. Donc moi, en fait, tout était sujet à faire une infection, en fait. J'avais essayé une pose de stérilet, j'ai fait une grosse infection derrière, ça a été un calvaire. Le stérilet, il est parti. J'ai dû me retrouver aux urgences. Enfin, c'était une horreur. J'ai énormément souffert. J'avais tout le temps quelque chose, une bronchite. Quand c'était pas une bronchite, c'était une infection aux gencives. C'est juste des choses que les médecins, en plus, ne voyaient apparemment jamais, puisqu'ils me disaient, oh, c'est quand même étrange ce que vous avez là. Je vois ça rarement. Mais voilà, j'avais plein de signes et de tous les lister, c'est bien trop long. C'est vraiment incroyable le nombre de signes que j'ai eu. Et l'impact dans le quotidien, il était énorme puisque je devais tout calculer pour ne pas prendre froid, ne pas être trop fatiguée. Et voilà, je sais que en sport, j'ai commencé à avoir des signes les dernières années avant les diagnostics parce que j'avais la jambe gauche qui se raidissait, la jambe gauche qui fonctionnait mal. J'avais un diamètre de la jambe gauche qui était plus faible. J'avais moins d'équilibre à la jambe gauche. Ça a été même vérifié par des médecins. C'était vraiment bizarre. Pareil, on me dit c'est étrange, mais j'avais pas de réponse. J'en parlais à mes amis sportifs, on n'avait pas de réponse. Quelques années auparavant, j'avais été très fatiguée avec beaucoup de douleurs et j'avais été alitée quasiment pendant 2 mois où j'avais la jaunisse, des fortes nausées, des maux de tête, brouillard cérébral. J'arrivais plus du tout à me concentrer, j'étais pas bien du tout. Et j'avais dû vraiment stopper toutes mes activités. J'étais censée être en recherche d'emploi, j'avais pas pu le faire du tout. Donc pendant 3 mois, c'était la pause totale. Comme au bout de 3 mois, j'allais beaucoup mieux. Ensuite, j'ai continué ma vie en faisant un peu plus attention quand même à me reposer, avoir un rythme plus doux et surtout à faire attention à mon alimentation, etc. Ce qui était difficile, c'est surtout que c'était tous les jours, toutes les nuits, pendant 3 mois, donc c'était vraiment la chronicité quoi qui était difficile. Et comme mon corps est reparti, c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement avec une pathologie plus sérieuse ou chronique. Puisque j'étais repartie presque comme avant. Mon entourage, était hyper inquiet, c'était panique à bord. Il est pas du tout bien que je change de comportement parce que je m'isolais un petit peu plus. J'avais l'habitude d'être tout le temps cool, d'être tout le temps tolérante avec les autres. Et en fait, avec la maladie qui est tombée comme ça d'un coup, je pouvais plus. Il fallait s'adapter à moi et j'étais avec un entourage honnêtement qui plutôt était habitué à ce que moi je m'adapte, que je sois très cool, que de nature je suis assez flexible, assez pas trop prise de tête. Et là, en fait, toutes les contraintes que j'avais étaient énormes, donc c'était limite ils avaient l'impression, je pense, d'être au chevet d'un mourant, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont pas supporté et qui m'ont pas trop soutenue du coup. Après, il y en a une partie qui ont réussi à surmonter ça, mais je sais pas si ça leur a pas créé des traumas aussi, hein, parce que c'était super compliqué, quoi. Après, j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont aidé matériellement aussi, qui ont cru que j'allais m'en sortir, qui m'ont fait confiance, enfin voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis pas trop retournée aussi dans les milieux où j'étais parce que c'était des milieux hyper sportifs, voilà, et en fait, hyper dynamiques. Les gens, j'avais plusieurs amis qui étaient en train de prévoir les mariages, qui étaient en train d'avoir leurs premiers enfants. C'était un peu compliqué aussi quand même d'être totalement à contre-courant. Et donc, ouais, j'avais moins de 30 ans, donc ouais, c'est vraiment l'âge où tout le monde a plein de projets. Ça a été un peu compliqué pour moi de voir à côté les gens qui avaient leur vie et aussi pour eux de voir qu'en fait j'étais à l'arrêt. Ma famille, ils ont pas tellement bien compris ce qui m'arrivait, je pense. C'était un peu compliqué pour eux de voir que je pouvais pas travailler, que j'étais très dépendante, etc.
je me sentais à la fois soutenue et isolée, quoi, soutenue parce qu'il y en avait beaucoup qui pensaient que j'allais m'en sortir, qui m'ont cru et soutenue. Et après, il y a toute une partie des personnes qui m'ont pas trop soutenue. Je pense qu'ils savaient pas tellement quoi faire. Et moi, je savais absolument pas quoi leur dire de faire, en fait. Tu sais pas quoi demander, t'es alité. De toute façon, il y a rien qui fonctionne dans ton corps, il y a rien qui fonctionne dans ta vie, tu peux pas leur dire, en fait, moi, j'ai besoin qu'on m'amène aux toilettes 3 fois par jour, enfin, c'est chaud, quoi. Bon, après, voilà, moi, je passe de quelqu'un d'ultra dynamique, ultra sportive, ultra téméraire, ultra performant dans le boulot, et là, je passe à quelqu'un d'alité, donc ouais, les gens autour de moi, l'entourage me convenait plus, en fait, tout simplement, parce que on n'était plus du tout en phase, donc il y a eu tout un moment un peu de remise en question, je pense, de part et d'autre, où on s'est dit ah ouais, mais en fait on se comprend pas, on n'est plus dans le même bateau, quoi. Moi, j'ai énormément évolué, j'ai changé mon rapport à la vie, au sport, au spirituel, à mon corps. Enfin, j'ai plus du tout la même vie, donc au début, j'avais le soutien de tout le monde, évidemment. Les premiers jours, les premières semaines, le premier mois, le deuxième mois, tout le monde était à me soutenir. Sauf que, en fait, au bout de 3 mois, de 4 mois, de 1 an, de 2 ans, voilà, il y a des gens qui continuent leur vie et voilà. Après, on n'est pas dans un pays où la solidarité non plus est incroyable, hein. Surtout quand tu sais pas ce que t'as. Enfin, j'aurais dit que j'avais un cancer ou je sais pas quoi. Je pense que j'aurais eu tout le monde qui serait en train de m'envoyer des messages sur Facebook, Insta, à me dire ah, comment tu vas, t'es trop forte, t'as survécu. Mais comme t'as une maladie qui est pas du tout à la mode, tu n'as pas de retour. Mais la maladie de Lyme et l'air dans l'os, enfin, je pense que c'est 2 maladies mal connues, et les maladies mal connues, je pense que tu vois un peu aussi rapidement ce qu'il y a à l'intérieur des personnes, parce que ça veut dire que tu vas devoir un peu remettre en question le système de santé, tu vas devoir te poser des questions en te disant ah mais cette personne est malade, mais je connais pas, ah ça rentre pas dans une case, mais pourtant elle me dit bien qu'elle est malade, donc écoutez en fait la personne, écoutez, remettre en question des choses, et ça tout le monde n'en est pas capable, donc moi j'en veux à personne de ne pas l'avoir fait, mais c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que ouais, on est dans un système ultra capitaliste où faut avoir une valeur marchande, et moi avant j'en avais une sans m'en rendre compte, parce que j'ai jamais été dans ce délire-là, mais et aujourd'hui j'en ai plus tellement, et je vois bien que tout ce qui est guérison, prendre soin de soi et tout, c'est pas forcément des domaines qui intéressent les gens en fait au quotidien. Enfin, tout ce qui touche à la pathologie chronique, c'est pas incroyable, quoi, c'est pas glamour, ça fait pas rêver, donc t'as beau, voilà, quand ta vie c'est ça à 100%, à 300%, c'est un peu compliqué, quoi. Les médecins, pour moi, ils ont réagi de manière non adaptée par rapport à ce que je vivais, qui était une situation d'urgence, et j'ai pas eu de prise en charge du tout adaptée. J'ai dû tout faire toute seule, avec l'aide de mes proches, qui ne comprenaient pas forcément ce que je vivais, qui étaient totalement sidérés aussi par le manque de considération de la part des médecins. On m'a dit que j'avais trop de symptômes pour être malade. Alors celle-là, je la retiens parce que... Enfin, moi, je trouve que j'avais peut-être trop de symptômes pour ne pas être malade, mais voilà. Chacun son raisonnement, 10 ans d'études quand même, pour en arriver là. Donc, voilà. Bon, après, j'étais habituée, j'avais déjà vécu des humiliations pour le diagnostic du SOPK. J'avais déjà vécu du gaslighting médical toute ma vie. Quand je disais que j'avais mal, on me disait que c'était rien. Quand je disais que j'étais fatiguée, on me disait que c'est parce que j'avais mal. Quand je disais que j'avais mal, on me disait c'est parce que vous êtes fatiguée. Enfin, c'était vraiment tout le temps, en fait. Tout était ma faute. Soit c'est parce que je buvais trop de soda, ou je mangeais mal, ou je sais pas quoi, alors que j'ai jamais bu de soda de ma vie. Donc c'était un petit peu des allégations en plus, toi. On a un peu l'impression d'aller au procès et pas d'aller chez le médecin. Moi, je préparais mes rendez-vous chez le médecin quand je préparais un entretien d'embauche ou un casting. Donc, j'allais avec mes fiches chez le médecin. Non, mais c'était des réactions lunaires, quoi. C'était lunaire. Moi, je suis quelqu'un de pacifique. Je me suis jamais énervée. J'ai toujours essayé de vous regarder les faits, de les mettre en parallèle, de les proposer aux médecins. Mais je suis pas là pour gérer les médecins, en fait. J'avais vraiment cette impression que je devais me gérer moi, gérer ma pathologie, mes changements qui se passaient dans ma vie, et gérer les médecins, les réactions du médecin, et gérer comment le médecin va réagir, m'adapter. Non, c'est pas possible, hein. Là, moi, ça a été
pro pour moi, honnêtement. Donc, j'ai assez vite compris que je devrais me débrouiller. Et mon état s'est dégradé très rapidement, donc on n'a pas trop eu le temps de voir venir. Et les médecins, c'était un petit peu pareil. Ils n'avaient pas trop le temps de faire le diagnostic. Après, mon médecin traitant, il a eu une très bonne réaction parce que tout de suite, il a été très professionnel. Mais il n'était pas sur place. J'étais pas chez moi quand ça a commencé. Donc, au début, il m'a pas suivi. Puis après, il a été très soutenant. Donc, voilà, il y a vraiment des médecins qui m'ont soutenue. Il y a des médecins qui m'ont dit avec ce que je vous écris, vous allez rentrer tout de suite à l'hôpital. Puis non, en fait, je rentrais pas. Enfin, c'était vraiment hyper compliqué. J'ai eu l'impression d'être déshumanisée parce que déjà, j'avais pas accès aux soins. J'avais pas accès à un diagnostic, j'avais pas accès à des réponses en privé. J'avais l'impression que j'étais trop compliquée, que ça allait pas être possible de me soigner, mais personne me l'a dit en fait. Et j'aurais trouvé ça plus humain de me dire la vérité, de me dire qu'ils savaient pas, de me dire que c'était compliqué, qu'on ne trouverait pas, parce que j'aurais cherché par moi-même et ailleurs. Et là, en fait, on me respectait pas du tout ma dignité, on me respectait plus, et j'avais l'impression que c'était beaucoup lié au fait que j'avais plus de valeur marchande. J'avais l'impression de plus être utile, et du coup, j'étais plus un humain, parce que en fait, j'étais un petit peu foutue, quoi. Je le voyais bien que pas grand monde croyait que j'allais m'en sortir, et le fait que je continue, que je persévère, ça gênait aussi, ce trait de caractère-là que j'avais de foncer, de continuer. Bon, ça gênait parce que, en fait, ça les mettait face à ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient, certains médecins, c'est tellement inhumain que je pense que même eux, ils n'arrivent pas à le regarder en face, quoi. Et du coup, ouais, j'ai trouvé que voilà, c'était passage aux urgences où on m'insulte, on me traite n'importe comment, on me violente. Ouais, enfin, c'est déshumanisant parce que t'as l'impression que tu fais plus partie de la société, que t'as plus ta place, que de toute façon tu vaux plus rien. Et c'est déjà difficile de gérer plein de choses. Et en plus, on vous bousille votre confiance en vous en faisant ce genre de comportement. Ouais, c'est quand même compliqué de continuer. Et après, c'est violent, quoi, de se rendre compte dans quel monde on vit de se rendre compte que voilà, si on rentre pas dans la case de la bonne maladie au bon moment, ça va être déshumanisant, quoi. C'est quand même dur de se rendre compte de ça, quoi. J'étais un petit peu en colère par rapport à certains comportements de certains médecins. Encore une fois, pas tous les médecins, ou de certains membres du personnel soignant. Ouais, c'était vraiment de la maltraitance. Donc là, forcément, ça m'a mise en colère parce que j'aime pas trop l'injustice, j'aime pas trop les comportements déviants. Et j'avais vraiment du mal à me dire que, ouais, en fait, on vit dans un pays où ça, c'est admis et c'est normal, apparemment. Donc, là, j'étais un petit peu en colère aussi contre le fait que je dis que des maladies qui sont mal reconnues, et du coup c'est énervant, c'est frustrant. Franchement, on comprend pas, on se dit mais comment c'est possible qu'on fasse ça à des gens. Enfin moi j'étais vraiment, je me disais mais en plus je suis pas toute seule, et enfin il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des gens vulnérables. Enfin voilà, moi aussi, mais je me disais mais c'est fou. Après, ce qui m'a aidé à tenir aussi, je pense que c'est de me dire que j'étais pas la seule à vivre ça. Je me dis il y a peut-être des enfants qui vivent la même chose que moi et à qui on dit oh là là, vous êtes un cas particulier, mais en fait peut-être qu'on est plein, on sait pas. Et donc ouais, c'était de me dire mais je vais essayer de m'en sortir pour moi, mais aussi pour les autres, pour parler pour eux, pour que ce genre de déviance, ça se reproduise pas au médical, mais aussi familial, mais aussi même au niveau du travail, parce que ça a été même compliqué de me faire un peu évincer au niveau du travail. Enfin, il y avait plein de choses en fait, et je me suis dit mais moi je sais que je vais tenir, mais je vais aussi le faire pour les autres. J'ai aussi travaillé 1 an auprès de personnes âgées à aider à mi-temps, hein, mais c'est vrai que ça m'a... En fait, j'avais ce souhait là directement de faire quelque chose en fait, parce que je savais pas trop quel était mon pronostic. Je savais pas trop combien de temps j'avais, je savais pas trop si j'allais récupérer ou ça allait empirer, et du coup ça allait être fini, quoi. Donc je me suis dit mais j'ai envie que je puisse faire quelque chose d'utile, on va dire.
Et après, ça a été super, très enrichissant et j'ai essayé de tirer parti de l'expérience de la maladie pour tout ce que ça m'avait apporté comme qualité, on va dire, et de transmettre cette résilience, quoi. Tout le long de ma vie, je me suis sentie pas du tout écoutée par le corps médical. Parce que dès que j'étais toute jeune, j'avais d'énormes douleurs articulaires. On ne m'écoutait absolument pas. On me disait que c'était la croissance. Après, on a vu par les radios et les IRM que j'avais effectivement des lésions, qu'il y avait des choses qui allaient pas. Après, tout ce qui était SOPK, c'était exactement pareil. Enfin, tout ce qui était troubles gynécologiques, c'était quand même super compliqué. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais pareil, on est incomprise. À l'époque, c'était vraiment pas courant de diagnostiquer des troubles gynécologiques. On n'était pas du tout comprise. Ensuite, je me sentais abandonnée. Surtout que j'étais vraiment en train de dépérir et que je voyais qu'en face, là, on ferait rien. C'était assez incroyable, quoi. J'ai eu combien de fois des standards téléphoniques qui m'ont agressée en me disant que, j'avais pas appelé, que j'avais pas ma place, quoi, qu'on ne sonnerait pas. C'était pire que juste on me laisse tomber, quoi. C'était juste on m'enfonce, quoi. En fait, j'avais l'impression d'être en train de me noyer, de me débattre, d'essayer de rester à la surface et qu'on m'appuyait la tête sous l'eau régulièrement, quoi. Donc ouais, c'était de la maltraitance, c'était pire que de laisser tomber quelqu'un. C'était pire que ça, c'était sournois et ça c'est malaisant. Par exemple, au tout début, quand j'avais des gros symptômes neuro, que j'avais des gros symptômes nerveux, que ça allait pas du tout, j'ai appelé un hôpital, on m'a dit que j'étais sous liste d'attente, pas de souci, que mon dossier était bien pris en compte. Je rappelle le lendemain, je dis est-ce qu'il y a des nouvelles parce qu'en fait moi c'est urgent. Il faut que je voie un médecin urgemment là. Je souffre et tout et elle me dit ah non mais madame c'est 1 an d'attente. C'est humiliant, c'est déconcertant, c'est révoltant. Et moi, je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous me faites là? De pas me le dire? Vous auriez dû me le dire. Si vous me l'aviez dit, je n'aurais pas perdu mon temps à faire un dossier qui m'a pris toute mon énergie, en fait. Je serais partie ailleurs, mais juste, faut le dire, quoi. Et d'ailleurs, après, cette dame-là, elle avait compris ma détresse. J'avais un peu insisté et elle avait été voir la médecin. Mais même la médecin lui avait dit non, on fera rien de plus que ce qu'elle a déjà, quoi. Quand on m'annonce que j'ai le SOPK, je réagis pas très bien. J'avoue que sur le moment, c'était très difficile. On m'annonce ça de manière presque humiliante après un examen lui aussi humiliant. J'ai très très mal vécu l'annonce. Alors, ça a été fait pas sur le bras dans une clinique où j'étais entourée de femmes enceintes et je me sentais comme la vilaine, le vilain petit canard. Quand on me parle de la maladie de Gilbert, je ne réagis absolument pas parce que je viens car j'ai des symptômes énormes, invalidants, que je suis alitée, que je suis dans un état de dénutrition déjà à l'époque. J'avais eu 3 mois comme ça. Et on me dit que j'ai une maladie qui ne cause aucun symptôme. Donc, ce diagnostic ne m'a pas convaincue. Mais comme j'avais la jaunisse et que j'ai très souvent la jaunisse, de toute façon, ça expliquait un petit peu les choses. C'était un petit peu plus facile à expliquer aux gens aussi. Mais non, ça me fait ni chaud ni froid. Vient le diagnostic de la MVT. Donc là, pour le coup, j'étais trop contente parce que en fait, j'étais dans l'urgence de trouver ce que j'avais. Et en plus, il y avait un potentiel traitement, donc super contente. Et au final, on me dit « Oui, non, vous inquiétez pas, madame, c'est rien, vous allez guérir en 14 jours. » Et en fait, ça a été un enfer de plus de 2 ans, quoi. C'était un diagnostic qui était un peu une plaie, en fait, aussi. Dès que j'en parlais, on arrêtait de vouloir me soigner. Donc, je me suis très vite rendu compte que ce diagnostic allait être aussi une plaie et que même si j'avais trouvé une partie des réponses, ça allait quand même être très compliqué, et socialement et médicalement. Parce que à partir du moment où je prononçais le mot Lyme, plus personne voulait me soigner. Donc c'était voilà. Et après pour le diagnostic du syndrome d'Ehlers dans l'os, là hyper soulagée d'apprendre ça parce que déjà la personne qui me l'annonce, elle est très bienveillante, elle est concernée par le sujet, elle s'implique. Ça se voit qu'elle dit pas ça pour me punir, quoi. Enfin que c'est vraiment juste pour m'aider.
M+, elle me propose quelques petites solutions directement. Elle me propose des antidouleurs. Donc pour moi, en fait, ça a été vraiment un soulagement énorme. Et de rentrer, j'étais hébergée à l'époque chez une amie, et de rentrer chez cette amie et de lui dire j'ai une réponse. Et surtout, je sais pourquoi j'ai si mal depuis longtemps, tout ça. Et que j'ai tant de problèmes, parce que j'avais d'autres soucis annexes, veineux, etc. Et du coup, en fait, on commence à comprendre que c'est une grosse partie de l'explication. Et donc, du soulagement. Et heureusement qu'il y a des médecins qui font des diagnostics corrects et qui s'engagent un peu émotionnellement aussi dans leur recherche, avec leurs patients, et un minimum qui ont aussi du tact en fait quand ils annoncent à la personne ce qu'elle a, ou au moins qui gardent de respect du patient. Mon parcours d'études en psychologie m'a aidé à faire la différence entre le psychologique et le physique. Tout de suite, je savais que mes symptômes n'étaient pas d'ordre psychologique, de le vivre en plus de l'intérieur, donc je savais très bien. Notamment parce que je connaissais à peu près tous les critères de tous les troubles mentaux qui sont répertoriés à l'heure actuelle en France, donc ça me permettait de dire que ça ne rentrait pas dans les cadres d'un trouble mental. Et heureusement que j'ai fait ces études-là, parce que honnêtement, je pense que je serais pas là aujourd'hui. À mon avis, j'aurais peut-être pas cherché plus loin, je me serais peut-être plus laissée convaincre par des médecins qui me disaient que c'était d'ordre psychologique, ou voilà. Les connaissances que j'avais m'ont protégée d'une forme de culpabilité, parce que face au jugement un petit peu culpabilisant que je pouvais avoir, notamment sur le fait que j'avais des problèmes psy, je pouvais affirmer que c'était pas ce dont il s'agissait. En plus, j'avais une posture par rapport à ça, je me positionnais, je dis, vous savez, c'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un qui a un problème de dépression, hein. Ça, c'est pas bon, hein. Enfin, moi, j'avais une approche, on va dire, j'avais une vision aussi. Et du coup, ça me permettait de me protéger de tout ça en me disant, en fait, dans tous les cas, même si j'avais ça, on ne parle pas comme ça à quelqu'un qui a des problèmes mentaux, on l'aide, on lui propose des consultations, on le soutient, on le recommande des professionnels à la limite, mais on ne le culpabilise pas en fait, à aucun moment. J'ai compris que j'allais devoir vivre avec tout ça vraiment tardivement. J'ai pas eu une prise de conscience vraiment d'un coup. Mais ça a été au fil des mois, en fait, quand les symptômes s'aggravaient et que j'avais pas trop de retours positifs non plus du corps médical, je me suis dit que j'allais y faire avec, et que je voyais que je me dégradais quand même, donc je me suis dit que dans tous les cas, j'aurais des séquelles et j'allais pas m'en sortir indemne, et que dans tous les cas, j'allais vivre avec des choses différentes et que ça allait être très différent. Mais honnêtement, je suis encore en train d'apprendre à faire avec, parce que mon état est fluctuant d'une année à l'autre, ça n'a rien à voir. Donc tous les 3-6 mois, ça change. Au début, j'avoue que je forçais et que je voulais juste reprendre ma vie, et que après je me suis rendu compte qu'il fallait mieux s'adapter, qu'il fallait mieux être doux avec soi-même, et que ça se passait toujours mieux. Plus j'apprenais à faire avec et à m'adapter, et plus j'avais les possibilités de faire des choses en fait. J'essaye de voir le positif tout le temps. Donc ça m'aide à accepter, parce que je me dis, mais il n'y a pas que du négatif. Il faut que j'accepte aussi le positif de tout ce que ça m'a apporté. Et de toute façon, avec le nombre de pathologies que j'avais, je pense que dans tous les cas, il n'y avait pas de possibilité de réchapper, on va dire, à la difficulté, quoi. Concrètement, en fait, j'ai commencé à écouter mon corps. Ça veut dire que je me suis posée, et que quand je sentais une douleur ou un essoufflement ou je sais pas, une tension, j'essayais de me dire ça veut me dire quelque chose, et c'est pas là pour m'embêter, c'est là pour me signaler qu'il y a un problème. Et à partir du moment où j'ai commencé à écouter et pas à juger, et pas à essayer de me dire zut, je pourrais pas faire ci, pas faire ça. Non, de me dire juste, en fait, ça existe, c'est là, t'as mal, il faut que tu sois présente, que t'essayes d'être là pour ça, quoi, pour soutenir ce qu'il y a à soutenir dans ton corps. C'est vraiment de me poser, en fait, et d'écouter tous les jours, ou me faire même des jours quasiment que pour ça, où je m'écoute, en fait, parce qu'il y a plein de jours, on est d'accord, où le quotidien fait qu'on peut pas, mais
c'est vraiment de me dire, c'est pas, en fait, j'écoute pas pour mécaniquement, pour un objectif. Parce qu'avant, je pouvais écouter mon corps, mais c'était pour tel objectif, il fallait que je fasse, pas que j'écoute, parce que telle douleur, ça pouvait être une tendinite, et qu'une tendinite, c'est pas bon, parce qu'après, tu peux pas faire ci, pas faire ça. Et là, en fait, je sors de ça, c'est vraiment juste j'écoute mon corps, et si j'ai mal, peut-être que je m'y suis mal prise, que le mouvement est pas bon, que j'ai su aller trop fort, trop vite, peut-être que c'est pas le bon jour. Et d'écouter sans juger, juste me dire, en fait, il faut... C'est la base, en fait. Et on nous l'apprend pas du tout. Mais c'est quand même la base, quoi, de la santé. J'essaie de transformer mon expérience en force, d'essayer de toujours apprendre quelque chose, une leçon, expérimenter des choses et d'essayer de me relever, en fait, à chaque fois que j'ai une épreuve, de trouver une façon de continuer à être moi, à continuer à avoir des objectifs, des projets, même si c'est tout petit et que ça me concerne que moi ou que ça concerne que mon intériorité ou que ce que je pense, des fois juste de modifier un peu ce que je pense, d'être plus ouverte. Tout ça, je trouve que c'est des forces que je développe, en fait. Le fait d'être plus posée, plus calme, c'est aussi une forme de force. Et donc de travailler sur moi, pour moi, c'est comme ça que j'arrive à transformer les expériences difficiles en force et essayer de soit d'être le plus objectif possible, soit de voir le positif. Pour gérer la douleur, c'est pareil. On apprend beaucoup à s'écouter, à avoir des pratiques plus saines, un quotidien plus sain. Et il y a plein de belles choses qui en découlent finalement. On se recentre plus sur l'essentiel, des choses comme ça. Et j'essaye aussi de voir si tout ce qui est gestion de la douleur, si c'est ce qui a été le plus dur pour moi au final, psychologiquement. Et aujourd'hui, j'y arrive. Alors aussi parce que je vais mieux, mais j'arrive à gérer ma douleur à peu près bien. Et j'aime bien aussi le transmettre. Et je me dis qu'un jour, j'arriverai peut-être à transmettre ça aussi. J'arrive à garder confiance, même quand les séquelles sont toujours présentes, parce que je me dis que j'ai de la chance d'être encore en vie, d'être là, de souffrir modérément, on va dire, d'aller mieux, parce que j'ai connu le pire, donc je pense que tout est une question de comparaison finalement. Et quand on a connu le pire, forcément que ça va vers du mieux, je trouve que ça me donne confiance, parce que si je regarde mes progrès concrets, j'en fais énormément. Mais après, c'est aussi un choix que j'ai fait, de garder confiance et de me dire je vais jouer un peu sur l'effet placebo aussi et tout ça, et de me dire en fait si tu crois assez fort, tu peux arriver à avoir des effets positifs. Et du coup, je suis vraiment là-dedans. Dès que je vois que je commence à lâcher un peu, psychologiquement, ça peut m'arriver un peu de lâcher, d'avoir moins confiance. Mais tout de suite, je me reprends, je le vois, je me dis non, on part pas là-dedans. On se relève et on fait ce qu'il faut pour. Et des fois, ce qu'il faut pour, c'est de prendre un peu de temps pour soi, de faire une petite folie, de se reposer. Ça dépend des fois, mais je me connais bien, donc j'arrive à garder confiance parce que j'arrive à actionner aussi des leviers dans ma vie où je sais que ça va me redonner confiance en moi. Et le fait que finalement j'avais raison, j'étais vraiment malade, j'avais vraiment plein de symptômes et c'était grave. Au final, le fait que j'avais raison sur mes ressentis et de voir en fait que par A plus B maintenant, ce que je vivais c'était réel et que c'est les autres qui se trompaient, finalement ça m'a énormément donné confiance en moi, paradoxalement. Je me suis dit en fait plus jamais je fais passer le ressenti des autres avant le mien. J'aurai confiance en ce que je ressens, en ce que je vois et ce que je vis, quoi. Ce que j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui vivent encore dans le flou médical sans diagnostic clair, c'est écouter votre corps vraiment. Si vous avez des douleurs, c'est qu'il y a des douleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous êtes plus fatigué que les autres, que vous voyez que vous n'arrivez pas à faire comme tout le monde parce que vous êtes trop fatigué ou vous avez mal quelque part,
Tout simplement, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut trouver ce que c'est. En tout cas, il faut le prendre en compte et il faut essayer d'agir dessus d'une manière ou d'une autre et de pas rester en fait dans du gaslighting ou même si c'est de votre entourage, votre famille, vos médecins qui vous disent que vous avez rien ou qu'il faudra revenir ou que parce que en fait, on va pas vous dire ah, vous avez rien. Au début, on va vous dire ouais, d'accord, il faut faire tel test, tel machin. Mais en fait, on vous embrouille et vraiment, ce que je voudrais dire aux gens qui n'ont pas de diagnostic encore, c'est croyez-vous, s'il y a des choses qui vont pas, croyez-vous, ne laissez pas la vie des autres gommer ce que vous ressentez et à partir du moment où il y a des douleurs qui se répètent, où il y a des symptômes bizarres qui se répètent, et une chose bizarre qui se répète, c'est que on est dans de la répétition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. Je leur dirais, ouvrez-vous. S'il y a un endroit où on vous met des stops, ouvrez-vous à autre chose avant que ce soit trop tard en fait et que vous en vouliez au monde entier alors qu'en fait dans le monde il y a plein de gens ouverts pour soigner. Et juste que certaines portes sont fermées, ça veut pas dire qu'elles seront toujours et ça veut pas dire que qu'il y a pas d'autres portes ouvertes ailleurs quoi. Si je devais résumer mon parcours en une phrase qui me ressemble le plus, je dirais que c'est de renaître après le chaos.